Donc, première partie, je travaille sur ce que j'appelle le corps silencieux, c'est-à-dire que je vais travailler sur le regard, sur l'ancrage, sur la posture et sur la gestuelle, un début de gestuelle la plus simple possible pour commencer. On va gagner en puissance, mais au début, on va essayer plutôt une chose simple et tranquille. Une fois que j'ai fait ça, j'aborde le travail sur ma spécialité, sur le corps sonore, c'est-à-dire sur la voix. Et là, pour les aider, pour qu'ils puissent repérer leurs points de force et leurs points d'amélioration, je pars des 4 paramètres du son. Donc, je vais les faire travailler sur le volume, qui se mesure en décibels. On fait des petits exercices, on part du silence, on fait un piano, un forté, et on retourne au piano. Donc, montrer que c'est une chose qui bien entendu, réagit toujours à l'état émotionnel, mais qu'on peut quand même apprendre comme un petit bouton à maîtriser. Donc, on peut travailler sur son volume, on fait des exercices. On peut travailler aussi sur le rythme. Alors, la prise de parole, c'est ce qu'on appelle le débit. Quel est notre débit quand on parle, quand on est énervé, quand on se calme? C'est aussi un paramètre sur lequel on peut entrer en travail. Le débit aussi, à ce moment-là, on aborde forcément la question du silence. Ce silence tellement important parce que c'est dans le silence qu'on respire, c'est dans le silence qu'on s'oxygène. Et il y a la notion de l'autre aussi, on ne parle pas pour dire des choses, on parle pour être compris. Donc on doit adapter le débit qui va nous permettre d'être compris par celui qui nous écoute. Troisième paramètre, la hauteur, c'est important parce que souvent on entend des orateurs qui ont une voix trop perchée ou qui parlent trop grave. Donc je les aide à se rendre compte qu'ils ont ce qu'on appelle une fréquence fondamentale, qui sont barytons, soprano, ténor, voilà. Et en fait, trouver la fréquence de leur voix dans laquelle leur voix va leur permettre d'acquérir le plus d'harmonique et de volume possible. Et il y a un vrai travail, ça les amuse beaucoup à faire là-dessus. Si on se met à parler comme ça, on a une autre voix que si on parlait comme ça. On peut jouer avec les hauteurs de sa voix et on peut aussi, pour éviter d'être monotone, moduler sa fréquence. Et dernier paramètre, c'est le timbre. Alors le timbre, c'est intéressant, c'est la couleur, c'est voilà, avoir une voix métallique, chaude, nasale. Tout ça, je leur donne un vocabulaire, ils s'écoutent les uns, on fait des petits exercices de dégustation vocale, ils apprennent à s'écouter aussi, voilà, et à comprendre à quel point le timbre d'une voix a une importance dans les relations humaines. Et puis je finis évidemment le parcours en leur expliquant, voilà, je leur ai montré les choses maintenant, mais que rien ne vaut la préparation, la répétition, et que c'est ça qu'un artiste peut essayer de transmettre. C'est pour ça que je suis en phase 2, parce que je sais ça. On apprend. Un instrument, ça se travaille, on répète et on progresse. Voilà. Le premier exercice que je fais, c'est que j'occupe l'espace avec mes élèves et on marche afin de rendre ce corps plus disponible. C'est-à-dire que avec le toucher, rien que le fait de marcher, je sens avec la plante de mes pieds un contact avec le sol. Ensuite, avec le regard, la vision, je sculpte mon tour finalement et j'essaie de mettre l'accent sur l'acuité, avec quelle intensité je regarde les choses. Ensuite, avec l'odorat, la respiration, je mets en avant l'inspire et l'expire pour enclencher déjà une respiration. Ensuite, si on met l'histoire de Louis en jeu, on essaie de voir en quoi il y a des silences, il y a des bruits autour de nous. Et enfin, je termine le cinquième sens, le goût, comme une espèce de proprioception de la mâchoire, de la qualité buccale, pour essayer de faire en sorte que les gens se rendent compte que c'est par là que va sortir la voix. Ensuite, dans un deuxième temps, je fais l'exercice de la radiographie, c'est-à-dire que de bas en haut, je fais en sorte que les gens se rendent compte à quel point leurs articulations sont mobiles et disponibles. Donc déjà les chevilles, comment je peux placer les chevilles de la façon la plus originale possible, sur la tranche des pieds, en flex, en pointe, sur demi-pointe. Pareil avec les genoux, est-ce que je mets aussi de façon symétrique, asymétrique, en miroir. La même chose avec le bassin, la même chose avec les omoplates, la nuque, la mâchoire, voilà, histoire de sensibiliser chaque élève à la disponibilité de son corps. Et à la suite de ces deux exercices, je termine avec un temps de parole. Donc c'est la première fois que l'élève va parler et il va exprimer en fait ce qu'il a ressenti à travers son corps. Donc c'est en fait une idée pour créer un trait d'union entre le corps et la voix, une union sacrée.
le premier temps, effectivement, est celui de la connexion avec le corps. Je rejoins mes collègues et camarades, mais j'ajouterais aussi le calme. C'est souvent aussi un des premiers temps de la classe en général. À ceci près que peut-être là, on peut aller un petit peu plus loin et essayer d'obtenir un espace. Alors, moi, je trouve que ça plus agréable quand on peut étendre les corps sur le sol, donc avoir poussé les chaises, etc., et avoir tout de suite un rapport au corps qui n'est pas celui qu'on a habituellement ni en classe, ni en sport, parce qu'on est rarement dans une position complètement allongée. Et arriver à faire ça et arriver à être dans le rien, en fait, dans le calme, dans le silence et dans le rien. Expérimenter cette chose-là qui est le point de départ de la prise de parole, je trouve, le point de départ aussi de l'existence du collectif, qui serait le rien. Alors, pour arriver à ça, on peut passer par différents truchements. Moi, j'ai plutôt coutume maintenant de passer par le yoga et par le rapport que le yoga amène à la respiration, à la relaxation. Et là, on retrouve des choses que Maxime et qu'Elsa disaient, comme ça, de scanner le corps, de passer par les orteils et de remonter comme ça tranquillement jusqu'au crâne et à la peau en dessous des cheveux, de détendre comme ça au maximum toutes les parties du corps et d'être dans le lâcher-prise total. Donc d'abord, le stress, ça ne disparaît pas, mais ça se gère. On apprend à le gérer. Donc à la Scala, par exemple, il y a une expression que j'aime bien quand on rentre sur scène. On a un collègue qui nous dit in bocca al lupo, et celui qui rentre sur scène doit répondre crepi il lupo. Donc la question c'est celle-là, quand on est dans la gueule du loup, in bocca al lupo, il faut manger le loup. Mais comment on fait? Donc qu'est-ce qui se passe quand on est dans la gueule du loup? Et j'aime bien là aussi demander, partager les expériences, la mienne en tant qu'artiste, mais aussi leur expérience, parce qu'ils ont déjà été stressés, ils ont déjà été dans des situations comme ça. Et donc, je leur donne un temps de parole. Et chacun vient nous expliquer qu'il a le cœur qui bat, qu'il n'arrive plus à dormir, etc. Et on met en commun ces expériences. Je pense que c'est intéressant parce que ça leur permet ensuite de partager cette peur et de la nommer. Donc, c'est déjà une manière d'avancer sur la gestion de stress. Et puis ensuite, bien entendu, immédiatement, je leur donne des outils parce que c'est, voilà, on a un souci, mais comment on fait pour travailler ce souci? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Bien entendu, la cohérence cardiaque, mais je crois que Maxime va en parler ensuite. Et puis sinon, des petites choses toutes simples comme bâiller, comme allonger son expiration. Voilà, ce sont des choses nommées, partager ça, c'est des choses qui font qu'on peut maîtriser son stress et puis bien entendu travailler, maîtriser son sujet, se préparer, répéter, toutes les choses proprement artistiques, mais pas que, qui vraiment nous concernent tous. Donc je disais que avoir peur, en fait, c'est complètement normal et c'est physiologique, en fait, hein. Donc quand on est exposé, on a envie de bien faire, donc on se remet en question, on a des doutes, donc c'est normal que le stress jaillisse. Cependant, il y a deux types de stress. Le bon stress, celui qui donne des ailes, celui qui vous permet, avec l'adrénaline, d'aller au maximum de vos possibilités, et le mauvais stress, c'est-à-dire celui qui va vous donner les mains moites, les jambes flageolantes et qui va vous empêcher d'être au maximum de vos possibilités. Alors, je pense que tout d'abord, il s'agit de mettre des mots sur ces peurs. Parce que quand on dit j'ai peur, souvent on dit j'ai peur, mais on ne sait pas de quoi on a peur. Donc, déjà, si on arrive à cibler et dire j'ai peur parce que j'ai peur d'oublier mon texte, j'ai peur parce que j'aime pas l'image que je renvoie, j'ai peur parce que je connais pas le lieu dans lequel je vais m'exprimer. Voilà. Déjà, si on arrive à cibler, je pense que on arrive à cette conclusion que finalement, avec le travail, avec la répétition, et du coup, je rejoins ce que disaient Elsa et Cyril, plus on va travailler, plus on va cibler nos problèmes, plus on va persévérer, plus on va répéter, plus on va faire diminuer le stress et on va gagner en confiance. Ça, c'est très important. Et ensuite, moi, j'ai 5 outils qui vous permettent
de faire gagner le bon stress et diminuer le mauvais stress. Alors le premier, c'est établir une routine de préparation. C'est-à-dire que le matin du grand oral, par exemple, vous allez savoir précisément à l'heure à laquelle vous allez vous réveiller, ce que vous allez manger, à quelle heure, quel trajet vous allez emprunter, pour diminuer en fait votre stress, parce que tout sera géré, en fait, il n'y aura pas de surprise. Et ça, vous pouvez faire des répétitions les jours précédents, par exemple. Donc ça permet de diminuer le stress. Ensuite, le deuxième point, c'est la cohérence cardiaque dont Cyril a parlé, ce qui marche très très bien. Il y a une application qui s'appelle Respirelax et qui est très bien là-dessus. Il suffit de suivre une balle qui monte et qui descend et elle vous permet de faire diminuer donc le stress. Ensuite, le troisième outil, c'est la méditation. Alors, il y a plein de formes de méditation. Donc, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Elle permet également, du coup, de libérer les pensées parasites et d'empêcher, vous voyez, ces pensées qui peuvent vous perturber, vous dire je vais rater, je vais pas le bien rater, je vais pas le bien le faire, etc. Ensuite, le quatrième point, c'est la bulle de protection. S'imaginer dans une grande bulle de la couleur de votre choix qui vous protège, dans laquelle vous vous sentez bien et qui vous permet de vous exprimer à votre maximum. Et ensuite, la cinquième astuce, alors là c'est un peu la roue de secours, c'est l'astuce du super-héros. Donc imaginez que vous avez un grand S de Superman sur votre t-shirt et que vous êtes investi de grands pouvoirs et que rien ne peut vous arriver et que tout va super bien se passer, que vous êtes omniscient, omnipotent. Voilà. Spontanément, on se dit que le stress, c'est donc cette espèce de perturbation cardiaque, enfin c'est organique, qu'il y a tout un tas de manifestations, sudation, essoufflement, etc. Donc évidemment, tout ce qui est travail purement physique et qu'on aborde, qu'il faut aborder dans l'année, etc., sur la respiration, le calme, dont on a beaucoup parlé là depuis le début de cette table ronde, oui. J'ajouterais que pour moi, en fait, je pense que l'outil principal, au-delà même des outils physiques, est celui du sens, en fait. Je pense que s'absorber dans le sens de ce que va être cette prise de parole publique permet de s'oublier soi-même et donc d'oublier la source, la fontaine de stress en fait. Et du coup, alors il y a tout un travail autour de ça. Qu'est-ce que c'est que le sens? Qu'est-ce que je viens faire? Qu'est-ce que je viens dire? Donc je viens partager quelque chose.